L'histoire commence avec Hakuto devant son écran d'ordinateur, en train de jouer à un jeu appelé Infinite Game. Il est sur le point d'arrêter de jouer pour toujours et de dire adieu à ce monde, mais à ce moment-là, il se retrouve dans une dimension très étrange. Lorsqu'il reprend conscience, il se retrouve dans une sorte de forêt. Son apparence et sa voix ont changé. Tout cela lui paraît très étrange. Il regarde donc un lac voisin et voit son reflet. Il se rend compte qu'il est devenu le personnage du jeu. Pour être plus précis, il est maintenant Hakuto, le roi démon d'Infinite Game, le jeu qu'il a lui-même créé. Soudain, une jeune fille blonde apparaît, sa frange couvrant un œil. Elle est gravement blessée. Il prend l'apparence du roi démon et demande à la jeune fille si elle peut le comprendre. Elle répond, visiblement terrifiée. C'est parce qu'un monstre la poursuit et qu'ils doivent sortir de là au plus vite. Mais à ce moment-là, la créature tombe du ciel juste entre eux. En voyant la bête, Hakuto lui demande si c'est son animal de compagnie ou quelque chose comme ça. Elle lui répond qu'elle doit mieux le contrôler. Mais le monstre ignore tout et gifle Hakuto au visage, ce qui le rend furieux. C'est alors qu'il utilise son pouvoir de roi démon. Des éclairs rouges jaillissent de son corps, soulèvent le démon dans les airs et détruit la créature dans la foulée. C'est à ce moment-là qu'Hakuto se rend compte qu'il ne peut pas utiliser son pouvoir. Hakuto réalise qu'il ne peut pas utiliser ses privilèges d'administrateur et que ce n'est pas lui qui a créé ces personnages. Haku est terrifié, tombe à terre, le reconnaît comme le vrai roi des démons et le supplie de ne pas la dévorer. Hakuto tente de jouer la comédie en lui disant qu'il n'est pas le roi démon et qu'il n'a pas l'intention de la manger, pour l'instant. Il demande ensuite le nom de la jeune fille. Elle lui répond qu'elle est Haku et lui explique où il se trouve. Cet endroit s'appelle le royaume de la lumière sacrée, où l'on vénère les chérubins, un être qui a scellé le démon il y a longtemps. Au-dessous d'eux se trouvent les 3 jeunes filles sacrées, les chevaliers sacrés, et une organisation appelée l'Église sacrée. De cette façon, Hakuto commence à se faire une idée du fonctionnement de ce monde fantastique qui semble tout droit sorti d'un roman. Mais avant toute chose, il dit à Haku d'aller prendre un bain et de se laver, car elle est sale et couverte de terre. Il décide d'attendre à distance et lui demande de crier quand elle aura fini de se laver. Haku entre alors joyeusement dans l'eau, en boitant encore à cause de sa mauvaise condition physique, et commence à se baigner. Elle remarque qu'il est en train de manipuler une sorte d'écran flottant. Hakuto est ravi, pensant qu'il a maintenant des privilèges d'administrateur. Mais c'est alors que Hakuto active un petit portail noir et le traverse pour récupérer quelque chose. Haku pense qu'il s'agit d'ustensiles de cuisine pour la cuisiner, mais elle se rend vite compte qu'il lui a apporté des vêtements et du savon, même si elle ne sait pas vraiment ce que c'est. Il recule une fois de plus et remarque que ses points de compétence diminuent. Il devra les gagner en combattant et en apprenant. Comme il a utilisé ses points pour invoquer les vêtements et le savon, il a perdu ce qu'il aurait pu utiliser. Et doit maintenant les récupérer. Après cela, Haku remercie le héros pour les vêtements et le savon. Et il lui demande si ces démons apparaissent habituellement dans la forêt. Elle répond immédiatement que non, cela signifierait la fin du royaume, et l'avertit que Growly commencera à s'y montrer régulièrement. Cet être, selon Haku, a été vaincu et scellé par les chérubins, dans le sanctuaire des souhaits, dans cette forêt. Hakuto lui demande donc de l'accompagner jusqu'au repère de Growly pour approfondir ses recherches. Soudain, Hakuto remarque que la jambe de Haku est blessée. Il lui demande de monter sur son dos pour qu'il puisse la porter jusqu'au repère de Growly. À ce moment-là, la jeune fille se met à pleurer, disant que tout le monde dans le village l'a toujours traitée comme une nuisance, la traitant de sale et d'inutile. Haku dit qu'elle avait l'habitude de ramasser les ordures du village pour les assainir, c'est pourquoi elle était toujours sale. Les gens disaient que s'il la touchait, il deviendrait aussi sale qu'elle, en disant qu'elle sentait mauvais. Ils l'ont donc chassée et l'ont offerte en sacrifice au démon. Après avoir entendu cette histoire, Hakuto lui dit que la tâche qu'elle accomplissait était très importante et la porte sur son dos sans hésiter. Ensuite, il s'éloigne un peu et lui dit que des corps comme le leur peuvent être nettoyés sans problème. Après un bain, tout va bien. Haku en est très heureuse et elle passe le reste du trajet à discuter avec Hakuto, pendant qu'il lui explique certaines choses. Il semble qu'elle puisse comprendre et lire sans problème tout ce qu'il écrit dans un carnet, ce qui prouve que leurs langues sont très proches. Ensuite, il lui demande si le temple qu'il recherche est un de ces endroits où l'on prie et où l'on jette de l'argent pour que tous les souhaits se réalisent. Elle répond qu'il s'agit de l'endroit spécial où les chérubins ont scellé le démon, mais qu'il peut aussi conférer de grands pouvoirs. Alors, après un certain temps, ils arrivent enfin à l'entrée du temple des souhaits. Mais Hakuto sent rapidement que quelque chose ne va pas. L'odeur de quelque chose n'est pas bonne. Il dit à Haku d'attendre à la porte, et lorsqu'il entre, il se rend compte que l'odeur nauséabonde provient des nombreux cadavres éparpillés. En avançant, il trouve une étrange statue appelée Idole, qui parle immédiatement au roi des démons. Elle lui dit qu'elle a exaucé de nombreux souhaits humains et qu'elle va maintenant en exaucer un dernier. Après cela, le roi des démons lui demande si c'est elle qui a exaucé les vœux des humains. Il lui demande si c'est elle qui a invoqué le démon,
et qu'il a invoqué lui aussi, mais elle répond que non. Il s'avère que juste derrière l'Akuto, il y a des hommes morts à l'intérieur d'un cercle d'invocation, et la femme explique que ce sont eux qui ont fait ça. Quant au démon grêle, elle pense qu'il a brisé son sceau avec son propre pouvoir et qu'il est revenu pour empêcher l'arrivée du roi démon. Mais au lieu de cela, il a fait de ces bois sa maison et a commencé à exiger des sacrifices de la part des villages voisins. Il lui demande alors si elle peut le renvoyer dans son monde, et elle lui répond qu'elle ne peut pas. Elle lui répond qu'elle ne peut pas, car cela interférerait avec un vœu déjà exaucé. Mais à la place, elle fait apparaître une bague en forme de crâne dans sa main. Cela irrite Hakuto, qui n'en voit pas l'utilité. Et la statue tombe en poussière, ayant achevé son cycle de vie. À la tombée de la nuit, Hakuto demande à Ako s'il y a une ville proche et lui demande de dessiner une carte pour qu'il puisse s'y rendre. Elle est bouleversée et lui demande s'il ne veut pas qu'elle l'accompagne. Mais le fait est que Hakuto a supposé qu'elle ne voudrait pas venir. Ils se mettent donc d'accord pour qu'Ako vienne avec lui, puisqu'elle ne peut pas retourner dans son ancien village après avoir été offerte en sacrifice. Mais avant de partir pour la ville, Ako demande à Hakuto de s'arrêter dans son village afin qu'elle puisse prendre quelques affaires dont il aura certainement besoin. Une fois sur place, le paysage se transforme en un endroit presque désert. Ako explique que l'eau est un luxe auquel elle n'a jamais eu accès. C'est pourquoi elle a tant apprécié ce jour où elle a pu se baigner et se laver. Bientôt, ils arrivent à l'entrée du village. Ils atteignent l'entrée du village et Hakuto dépose Ako sur son dos. Puis, il utilise ensuite une technique pour devenir complètement invisible. Ako s'avance vers un groupe de garçons qui viennent à sa rencontre et Hakuto lui parle par télépathie pour calmer les esprits. Mais les villageois commencent immédiatement à la maudire pour sa présence, puisqu'elle avait déjà été envoyée en sacrifice, et commencent à lui jeter des pierres. En voyant cela, Hakuto devient furieux. Et soudain, la bague à son doigt se met à parler et lui dit d'éliminer tous ceux qu'il juge indignes. La bague est en fait un puissant démon capable de tuer qui il veut et offre ce pouvoir à Hakuto. Il lutte pour ne pas céder au démon et s'interpose entre les garçons et Ako. Il arrête les rochers avec sa main. Calmement, Hakuto allume une cigarette et demande à Ako d'aller chercher ses affaires. Elle l'appelle Roi Démon. Cela terrifie les garçons, qui recommencent à insulter Ako, en disant qu'elle est un fardeau et la ruine du village. En guise de réponse, Hakuto lance un des couteaux qu'il garde dans son manteau. Et quand il touche l'une des maisons, il met le feu à toutes les maisons. Il s'empresse de mettre Ako sur son dos et de la sortir de là. Il s'excuse de ne pas avoir pu récupérer ses affaires, même si cela ne la dérange pas. Il lui demande ensuite si elle se sent bien après ce qui s'est passé. Elle rit et dit qu'elle se sent beaucoup mieux. C'est ainsi qu'ils partent tous les deux vers la capitale sacrée au milieu de la nuit, tandis que le village d'Ako brûle derrière eux. Pendant ce temps, nous voyons un carrosse traverser une région montagneuse. À l'intérieur se trouve une jeune fille aux cheveux roses nommée Luna. Elle est l'une des vierges sacrées, avec sa sœur, et elles sont en route pour trouver et soumettre le roi démon. Ensuite, nous voyons un grand homme aiguisant son épée, également dans les montagnes. C'est le chef du clan des taupes, nommé Wengu, et l'un de ces hommes l'informe que Luna se dirige vers eux. Dans un premier temps, Wengu pense qu'elle vient soumettre son groupe et se prépare à se battre, mais l'autre homme s'empresse de démentir. Pendant ce temps, Hakuto et Ako poursuivent leur voyage jusqu'à ce que la nuit tombe à nouveau. Ils décident de s'arrêter dans une zone rocheuse pour se reposer pour la nuit. Hakuto sait que dormir à la belle étoile est une condamnation à mort dans Infinity Game. Il invoque donc une série d'objets. En les combinant, il montre à Ako qu'ils forment une base à l'épreuve des fusées et qu'ils peuvent passer la nuit à l'intérieur en toute sécurité. Une fois à l'intérieur, Ako voit un petit réservoir d'eau chaude pour le bain et Hakuto lui dit de l'utiliser. Il s'excuse de sa petite taille et lui promet qu'à l'avenir, il sera capable d'invoquer des sources d'eau chaude pour elle. Elle entre dans l'eau et prend un court bain pendant que Hakuto continue de réfléchir à la façon dont il va retourner dans son monde. Il est clair qu'il n'a pas l'ordre de retourner dans son monde et s'il a été convoqué par l'idole, il devra trouver quelque chose d'aussi puissant pour y retourner. Il espère donc trouver les réponses dans la capitale lorsqu'ils arriveront. Après cela, Ako termine son bain et va voir le roi des démons. Pour la première fois, elle entend dire qu'elle sent bon et ça la rend vraiment heureuse parce que c'est la seule personne qui lui ait jamais dit ça ou qui l'ait traité comme ça. Puis Ako court vers le lit pour s'endormir et Hakuto est un peu surpris par son audace car, comme il l'explique, même s'il a l'air plus âgé, mais elle ne comprend pas ce qui se passe. Le lendemain, Hakuto et sa compagne poursuivent leur voyage, mais ils sont bientôt repérés par des bandits commandés par Wengu. Ce dernier pense qu'ils sont un appât de la Vierge sacrée et qu'ils l'attaqueront s'ils s'approchent. Le chef ordonne donc une attaque rapide et une retraite. Le groupe d'hommes lance des flèches sur Hakuto et Ako. Ce dernier détecte l'embuscade à l'avance et bloque les flèches avec des boucliers sans aucun problème. Ils sont tous de bas niveau. Bientôt, le groupe mené par Wengu arrive et se présente à Hakuto. En voyant Wengu,
Akuto pense qu'il ressemble au directeur de l'entreprise où il travaille et l'appelle Semon, mais il se rend compte plus tard que ce n'est qu'une forte ressemblance. Wengu ne répond pas au nom, et ils ne savent pas de qui il parle. Ensuite, le chef de la taupe, le chef des taupes, demande si le Hakuto utilise la magie. Mais comme il refuse de répondre, une autre personne tente de le forcer et menace d'utiliser la violence si le vieil homme ne coopère pas. Cela énerve vraiment Hakuto et il commence à se disputer avec eux pour l'avoir appelé ainsi. Au milieu de la dispute, Ako demande à Hakuto d'arrêter. Ako demande à Hakuto d'arrêter et l'appelle le roi démon. Les bandits commencent immédiatement à se moquer de lui, mais Hakuto lève un doigt et lance l'un d'entre eux en l'air. Le type s'écrase la tête contre un tas de pierres, ce qui pousse les autres à charger. Mais à ce moment-là, la voix de Luna se fait entendre. La voix de Luna se fait entendre et des rayons de lumière frappent tous les bandits. Wengu ordonne une retraite immédiate, tandis que Hakuto protège Ako de l'attaque de la jeune fille. À ce moment-là, il réalise que sa barrière ne s'est pas activée, parce qu'elle est à un niveau supérieur. Mais malgré tout, il lui fait face et dit à Luna qu'elle devrait s'excuser d'avoir attaqué sans comprendre la situation. Luna lui répond que son devoir est de purger le mal, et Hakuto lui répond qu'il ne voit qu'une gamine lunatique qui n'est pas à la hauteur de son nom. Cela contrarie vraiment Luna, et elle ordonne à ses gardes de le capturer. C'est à ce moment-là que Hakuto réussit à activer sa barrière. Hakuto parvient à activer sa barrière, puisque les autres sont d'un niveau inférieur au sien, et il se débarrasse de tout sans effort. Ensuite, il attrape Luna par les bras et commence à la fesser pour la punir de ce qu'elle leur a fait. Il s'amuse visiblement beaucoup de la situation. À la fin de la fessée, Hakuto vole un sac d'argent. Hakuto vole un sac de pièces de monnaie qui appartenait manifestement à Luna et poursuit son chemin avec Ako. Bien que nous puissions voir que le carrosse de Luna suit derrière avec quelques soldats. Elle est profondément blessée et en colère à cause de ce qui s'est passé. Eh bien, après avoir reçu plusieurs fessées, qui ne le seraient pas, n'est-ce pas? Le Hakuto et Ako arrivent dans une ville appelée Yahoo. Et non, pas le moteur de recherche. En tout cas, ils s'y arrêtent pour passer un peu de temps et acheter quelques articles. Ils s'y arrêtent pour passer un peu de temps et acheter quelques objets avec l'argent de Luna. Tout d'abord, Hakuto invite Ako à manger. Hakuto invite Ako à manger de la viande grillée et il pense que c'est la chose la plus délicieuse qu'il ait jamais goûtée. Ensuite, ils trouvent une auberge et Hakuto demande la meilleure chambre disponible. Le réceptionniste lui répond qu'elle coûte 1 pièce d'or et Ako demande immédiatement au roi des démons de ne pas dépenser tout cet argent pour cela. L'homme est très impressionné par le titre que lui a donné la jeune fille, mais Hakuto précise qu'il s'agit d'un malentendu. Ensuite, par télépathie, il demande à Ako de ne plus l'appeler ainsi en public. Peu après, ils entrent dans la chambre qui leur a été préparée et ils constatent qu'elle est très luxueuse et qu'elle offre une belle vue. Pendant qu'ils y sont, Hakuto dit à Ako qu'un jour, il lui offrira un endroit encore plus agréable à vivre, son propre château. Il l'invite ensuite à un dîner raffiné le soir même. Mais d'abord, il décide de l'emmener dans un magasin de vêtements. Pour lui acheter quelque chose qui la rendra plus élégante et plus belle. Ils sont accompagnés par un homme qui est d'abord horrifié par les vêtements que porte Ako. Mais son intérêt ne tarde pas à changer. Il offre une grosse pièce d'or pour l'habiller avec les plus beaux vêtements du magasin. Sans perdre une seconde, l'homme appelle un groupe de femmes bien habillées qui emmènent Ako à la recherche d'une tenue appropriée. Au bout d'un moment, elle réapparaît vêtue d'une magnifique robe blanche qui lui donne l'air d'une princesse. Et Hakuto remarque un détail. Ako a des yeux hétérochromatiques, des yeux de différentes couleurs, mais il ne s'en était jamais rendu compte auparavant, tout comme ses cheveux, qui étaient toujours sales, les cachaient. Pourtant, il décide de ne rien dire, se disant que ce n'est pas quelque chose qu'il devrait soulever de nulle part. Après cette expérience, Hakuto l'emmène dans un restaurant luxueux et commande un bon vin très cher. Cela attire l'attention des habitants et ils commencent à s'intéresser de plus près à l'étrange couple assis à proximité. La nuit se prolonge et ils passent un excellent dîner, du moins jusqu'à ce qu'Ako demande à Hakuto pourquoi il la traite si bien. Il commence alors à se demander pourquoi il fait tous ces efforts pour quelqu'un comme elle. Mais Ako reprend la parole et dit qu'elle ferait n'importe quoi pour lui et c'est à ce moment-là que Luna fait irruption dans le restaurant. Luna fait irruption par la porte du restaurant en hurlant. Elle est furieuse que Hakuto ait dépensé l'argent comme si c'était le sien. Il lui demande si ce n'est pas elle qui lui a donné l'argent en cadeau. Elle lui répond qu'elle l'a fait pour qu'il arrête de la frapper. Hakuto lui dit alors de s'asseoir et d'arrêter de faire une telle scène si elle ne veut pas être punie à nouveau. Alors Luna, frustrée, s'assoit pour manger avec eux. Pour se faire pardonner, Hakuto commande une bouteille de vin pour chaque table et s'excuse. Luna est bientôt servie et Ako tente de la calmer en disant que Hakuto est en fait un bon gars. Mais Luna répond qu'il est impossible que quelqu'un comme le roi des démons soit quelqu'un de bien. Plus tard, Hakuto et Ako retournent à l'auberge et elle dit qu'il est peut-être gentil,
mais qu'il est parfois cruel, comme il l'a été avec Luna. Hakuto se défend en disant qu'il agit toujours comme un gentleman et que pour cette raison, il choisit qui mérite d'être bien traité et qui ne le mérite pas. À ce moment-là, Hakuto remarque qu'Ako est toujours blessée au pied et qu'elle peut à peine marcher. Il la porte donc jusqu'à l'auberge en style nuptial. Elle lui dit qu'il est vraiment très gentil avec elle. Après un certain temps à l'auberge, quelqu'un frappe à la porte. Lorsque Hakuto l'ouvre, il trouve Luna. Elle lui dit qu'elle est là à cause de lui, qu'elle n'a pas d'argent pour se loger et qu'elle a dû renvoyer ses troupes chez elle. Hakuto lui rend la pochette contenant l'argent restant et lui dit de partir maintenant. Sur ce, Luna se met en colère et dit qu'elle n'a pas d'argent. Luna se met en colère et dit qu'elle va passer la nuit avec eux, puisqu'ils ont littéralement payé la chambre avec son argent. Alors, malgré leurs protestations, elle finit par partager la chambre avec eux. Pendant ce temps, nous voyons une horde de bandits se diriger vers la ville, avec un carrosse orné. L'un des hommes crie à la femme à l'intérieur du carrosse qu'ils sont presque arrivés à la ville. À l'intérieur, nous voyons une femme blonde qui est manifestement furieuse contre Luna pour avoir causé tant d'ennuis. Un peu plus tard, Ako et Luna prennent un bain ensemble. Pendant ce temps, Luna demande à Ako de l'appeler Luna. Luna demande à Ako de l'appeler Sœur Luna si elle le souhaite. Cela semble un peu étrange. Ako est donc un peu effrayée. Elle ne pense pas qu'il soit convenable de traiter une vierge sacrée avec une telle familiarité. Mais Luna répond qu'elle décide elle-même de ce qui est convenable et que si elles sont déjà assez proches pour se baigner ensemble, Ako peut l'appeler ainsi. Par la suite, les deux filles quittent le bain et Hakuto demande à Luna de lui dire tout ce qu'elle sait sur le chérubin. Elle refuse dans un premier temps. Ako explique qu'Hakuto ne sait pas grand-chose à ce sujet et l'assure qu'il n'y a pas de mal à le lui dire. Alors, Luna révèle que le chérubin est mort lorsque Grelim a été scellé, puisque le chérubin a utilisé tout son pouvoir pour sceller ce roi démon grêle. Cependant, il y a encore 2 personnes qui protègent le roi démon grêle. 2 personnes protègent encore le royaume de Holy Light. Ce sont les orphelins séraphins. Elle dit donc qu'ils ne sont pas en danger là-bas. À ce moment précis, nous voyons à nouveau la sainte reine Sassina, la femme du carrosse de tout à l'heure. Elle complote pour ramener Angel chez lui. Quand elle parle, un de ses hommes répond, disant que vaincre le roi démon devrait être le travail d'un homme et que quelqu'un a déjà vaincu Grêle. C'est pourquoi les rumeurs sur l'existence du roi démon pourraient être vraies. Cependant, la reine Sassina n'y croit pas. Elle pense que ce n'est qu'un plan de sa sœur aînée pour se démarquer et se rendre plus importante. De retour avec Hakuto, il demande à Luna où se trouvent les orphelins séraphins, mais sa réponse le déçoit profondément. D'après Luna, personne n'a entendu parler d'eux depuis des siècles, ce qui signifie qu'il s'agit peut-être d'une légende ou d'une simple rumeur. En clair, ils peuvent être vivants ou morts, mais personne ne sait rien de concret à leur sujet. Luna dit aussi que dans le temple des souhaits, il y a une statue qui, selon les gens, représente l'orphelin. Mais selon elle, ce n'est qu'un mensonge. Hakuto se souvient alors des paroles de l'idole, qui était une statue que les gens vénéraient, mais qui a été brisée à cause de trop de mauvais souhaits exaucés. Au bout d'un moment, on voit Hakuto marcher avec la boîte, à la recherche d'un endroit où il pourrait gagner de l'argent en vendant des objets. Il finit par entrer dans une boutique où il offre au commerçant un bol qu'il a fabriqué lui-même en utilisant ses compétences. Avec peu d'efforts, Hakuto réussit à tromper le vendeur et lui demande une grosse pièce d'or en échange de l'objet. Et l'homme accepte, manifestement convaincu par les rumeurs selon lesquelles Hakuto est d'origine royale, qu'il est un chevalier gentil et généreux. Mais Hakuto nie tout cela en essayant de paraître humble. Il demande alors au vendeur de lui revendre son bol pour 5 pièces d'or. Dans un premier temps, l'homme est un peu surpris par cette demande, mais accepte immédiatement d'exaucer son vœu. Et Hakuto repart très heureux. Maintenant, pour un bref moment, nous voyons des hommes qui font partie du culte du Seigneur démon. Il se dit qu'ils n'ont pas réussi à l'invoquer. Cependant, leurs actions ont fini par paralyser les vierges sacrées. Et c'est une bonne occasion de les éliminer. Puis nous les voyons tous parler en même temps, répétant qu'ils vont éliminer les vierges. À ce moment-là, un coffre fermé à clé apparaît, tandis que Hakuto continue son chemin. Il finit par rencontrer la femme du carrosse, cette sainte tueuse folle, qui est aussi une vierge sacrée. Et elle est à la recherche de sa jeune sœur, Luna. Elle dit qu'elle veut que le faux seigneur démon arrête de se faire passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. C'est à ce moment-là que Luna apparaît. Luna apparaît et dit à sa sœur qu'elle est allée voir le seigneur des démons pour le maîtriser et qu'elle a réussi à le faire se rendre. Elle dit aussi qu'elle a fait de lui une personne beaucoup plus gentille. Mais la reine pense qu'elle ment et lui dit qu'elle devrait être à la maison, en train de dormir au lieu de courir partout pour affronter ce genre de danger. À ce moment-là, les cultistes apparaissent et attaquent la reine avec leur pouvoir, mais l'homme de tout à l'heure la protège. Après avoir perdu l'effet de surprise, la reine charge les ennemis avec Luna, et toutes deux finissent par en tuer plusieurs.
Les hommes qui les protègent se joignent également au combat pour les aider. Et nous voyons que les sœurs gèrent la situation sans problème. Pendant ce temps, Hakuto se cache sur le côté. Hakuto se cache sur le côté, observant tout ce qui se passe sans s'impliquer. Il remarque alors quelque chose de très important. Ces hommes portent les mêmes vêtements que ceux qui ont été tués au temple, près du cercle d'invocation. Soudain, l'un des personnages encapuchonnés s'approche de la scène avec le même coffre que tout à l'heure, et il dit qu'à l'intérieur se trouvent ces précieuses ténèbres, mais il s'en moque tant qu'il peut détruire les vierges sacrées. Il ouvre donc le coffre et libère une étrange brume noire munie de griffes. Lorsque cette brume touche les hommes de la reine, ils tombent immédiatement au sol. Et quand elle atteint les autres aussi, ils tombent de la même façon. Les cultistes profitent de la faiblesse momentanée des jeunes filles pour tirer des flèches, essayant de les tuer. Mais soudain, Fuji entre en scène, et toutes les flèches sont bloquées par son propre corps, déviant ainsi le coup fatal. Le cultiste s'écroule alors sur le sol. À ce moment-là, l'anneau recommence à parler à Hakuto. Le démon lui suggère de jeter une grenade au milieu et de mettre fin à tout cela. Mais Hakuto refuse, car après tout, cela tuerait aussi les jeunes filles. Et il deviendrait la personne la plus détestée et la plus recherchée du royaume, ce qu'il ne veut surtout pas laisser se produire. Mais voilà qu'une chose surgit de nulle part. Quelque chose fait tomber Hakuto au sol, et il n'arrive pas à se relever. C'est alors qu'un écran apparaît devant lui. Soudain, il voit une option appelée « Change Character » et il réussit à appuyer dessus avant que la brume noire ne l'atteigne aussi. On voit alors un rayon de lumière qui dissipe tout le brouillard noir où il se trouvait. Et maintenant, nous pouvons voir Hakuto, qui a changé du tout au tout. Personne ne le reconnaît, car il a maintenant de courts cheveux blancs. Il porte également des vêtements blancs, même si sa poitrine est exposée. Sa présence fait penser au cultiste qu'il s'agit d'un bandit de la Vierge sacrée, et il décide de l'attaquer immédiatement. Le Hakuto est irrité par le fait que des lâches comme eux l'importunent de la sorte, et pire encore, d'effrayer des femmes et des enfants. Il réagit aux attaques, et cette fois, on voit qu'il n'utilise que ses poings pour abattre des ennemis à la force absurde. En quelques secondes, il fait preuve d'une vitesse folle, et d'un coup de poing net, il élimine ses adversaires et les fait fuir. Aki. La reine s'énerve lorsqu'il la qualifie de femme, mais en même temps, elle admire la force écrasante dont Hakuto fait preuve. Elle tente ensuite de montrer à Luna que sa sœur est à moitié inconsciente sur le sol, et elle devient furieuse. Pendant ce temps, le groupe de satanistes tente de s'enfuir pour échapper à Hakuto, mais ce dernier lance une dernière attaque pour les arrêter. Cette attaque se résume à un coup de poing sur le sol, et avec ce coup de poing, il crée une énorme fissure dans la terre d'où émerge un dragon blanc géant. En quelques secondes, le dragon rattrape les gars, et Hakuto se charge de tout sans hésiter. Ensuite, Hakuto va parler aux filles et demande si la reine va bien. Elle est surprise et excitée par la gentillesse de Hakuto, mais elle commence à lui demander son nom encore et encore. Il répond alors qu'il s'appelle Zero et que si elle a besoin d'aide, elle n'a qu'à venir le voir sans hésiter. Il lui demande ensuite de s'occuper des blessés et s'enfuit. Pendant ce temps, la reine se dit qu'elle a enfin trouvé l'homme idéal. On apprend que le type qui portait le coffre a réussi à s'échapper, et au moins, il a pu récupérer Hadès. Mais il est maintenant très inquiet, car il pense que la jeune fille s'est alliée au dragon et au royaume de Holy Light. Peu de temps après, on voit Hakuto tout triste dans une ruelle, et il commence à critiquer les choses stupides qu'il a dites pendant qu'il était Zero. C'est à ce moment-là qu'Haku apparaît. Haku arrive et Hakuto lui demande si elle a vu quelque chose à propos du type en blanc de tout à l'heure. Elle lui répond qu'elle était à l'hôtel, mais Luna lui a raconté un peu ce qui s'est passé, à propos du dragon blanc. Ensuite, Haku demande à Hakuto s'il veut rencontrer Zero, mais il refuse catégoriquement car il s'agit de la même personne. Plus tard, nous voyons deux nouveaux personnages dans une taverne, Yukikaze et Mikan, deux chasseurs de primes locaux. Ce jour-là, ils sont à la recherche d'un objet qui leur rapportera un bon butin, jusqu'à ce qu'ils voient un avis de recherche avec le visage du Hakuto et la récompense offerte pour lui. Ils demandent le prix au barman, et celui-ci leur répond qu'il est incroyablement élevé, car les gens pensent qu'il est un roi démon. La nuit tombe, le voyage du Hakuto continue, mais cette fois dans la calèche de Luna, avec Luna qui l'accompagne pour l'embêter. Elle a renvoyé ses hommes chez eux et pense maintenant que Hakuto est son nouveau garde du corps. C'est pourquoi elle continue à voyager avec eux, même si Hakuto n'aime pas du tout cette idée. Mais Haku est très enthousiaste à l'idée de voyager avec ses deux amis. Hakuto n'a donc pas vraiment le choix et continue à voyager. En chemin, Hakuto demande à Luna de se changer. Hakuto demande à Luna de changer de vêtements. Ce qu'elle porte est beaucoup trop voyant. Au début, elle pense que ce n'est qu'une excuse et refuse. Mais Haku dit que Hakuto a choisi cette tenue pour elle à dessein. Pendant ce temps, Mikan et Yukikaze marchent dans le désert, à la recherche de leur cible.
Le loup des sables. Ces créatures sont dangereuses et ont déjà détruit des villes entières. Pendant qu'ils marchent, une curieuse conversation s'engage sur la poitrine de Yukikaze. C'est en fait un garçon, même si son apparence et son comportement ne le laissent pas deviner. Mikan semble un peu agacé par le fait qu'il ne cesse de parler de ses atouts. Mais bientôt, l'épéiste entend quelque chose d'étrange. Surgit de nulle part, à travers le sable et la poussière du désert, une énorme meute de loups apparaît. Ils sont beaucoup trop nombreux pour eux deux. Les filles sont donc obligées de courir. À peu près au même moment, Hakuto arrête la voiture pour que Luna puisse se changer. Il sort pour fumer une cigarette, et quelques secondes plus tard, il voit un énorme nuage de sable se diriger vers eux. Devant eux, les deux filles, Yukikaze et Mikan, courent comme des dératés. Hakuto y voit immédiatement une occasion d'accumuler des points de combat, mais lorsqu'il réalise le nombre de loups qu'il y a, il commence à hésiter. Les filles courent vers lui en lui criant de sortir de là. Dans toute cette agitation, Aku et Luna jettent un coup d'œil pour voir ce qui se passe. Hakuto leur ordonne de rester cachés et vérifie si sa barrière peut retenir les loups. Yukikaze et Mikan se mettent à l'abri derrière le chariot. L'un des loups bondit sur Hakuto, mais sa barrière fonctionne parfaitement. Il voit qu'il a une chance. Hakuto utilise sa première compétence, des lames rougeoyantes. Elle touche les loups et il en élimine plusieurs d'un seul coup, ce qui surprend beaucoup les chasseurs de primes. Pour continuer, Hakuto utilise un tourbillon de sable pour geler les loups. La plupart d'entre eux, les autres s'enfuient, effrayés par la menace que représente Hakuto, et disparaissent rapidement. Hakuto retourne ensuite au carrosse et demande aux filles d'être plus prudentes et de ne pas entraîner d'autres personnes dans leur désordre. Tandis que le groupe d'Hakuto s'éloigne, les deux filles restent là, choquées, et Mikan demande si ce type est bien celui qui figure sur l'avis de recherche. Mais Kikasa, étant ce qu'elle est, pense déjà à faire des choses coquines avec Hakuto. Elle décide donc de se rendre à la capitale et de se faire belle pour lui. Peu de temps après, Hakuto et son groupe arrivent à une oasis au milieu du désert et s'arrêtent pour se reposer un peu. C'est là qu'ils s'arrêtent pour se reposer. Hakuto invoque une nouvelle base pour se protéger des ennemis. Ako et Luna s'y rendent pour la visiter. Et Hakuto remarque à nouveau qu'Ako marche à cause de sa jambe. Il propose au cocher d'entrer lui aussi dans la base, mais l'homme dit qu'il préfère rester à l'extérieur et s'occuper du cheval. Hakuto lui offre une cigarette et le félicite de ne pas avoir paniqué lorsque la meute de loups est apparue. Ensuite, Hakuto vérifie à nouveau ses statistiques. Et ses attributs d'administrateur. Il découvre qu'il peut désormais invoquer un allié qu'il avait lorsqu'il était le roi des démons. Mais il doit faire très attention à la personne qu'il choisit. Après avoir réfléchi un peu, il décide d'invoquer Yu, un médecin très compétent, mais extrêmement sadique, qui n'hésite pas à utiliser les gens pour ses propres objectifs. Il l'invoque donc, et la femme apparaît à travers un portail lumineux. Elle reconnaît en lui son patron, et c'est là que Hakuto doit expliquer à sa subordonnée qu'ils ne sont plus dans le monde qu'elle connaît, mais dans un monde totalement différent. Il lui dit également qu'il ne sait pas pourquoi ils ont été amenés là, mais qu'il a besoin de son aide pour se rapprocher de la vérité. La première chose que Yu propose est de créer un endroit comme la Cité sans nuit. Pour ce faire, elle s'est rendue dans la dernière zone de l'Infinite Game, une zone de haute technologie préparée pour tout type de situation. Mais Hakuto lui dit que créer quelque chose comme ça dans ce monde ferait croire à tout le monde qu'il s'agit de la base du roi démon. Alors d'abord, Hakuto propose de transformer la base actuelle en un centre d'entraînement. Hakuto propose de transformer la base actuelle en hôpital de campagne. Il donne à son assistante une série de règles. Il lui est interdit de tuer qui que ce soit. Elle doit tout apprendre sur ce monde et recueillir des informations pour lui. Il présente ensuite son assistante à Ako et Luna. Même si la femme de chambre pense qu'elle pourrait être son amante ou quelque chose comme ça, Hakuto n'en tient pas compte et demande à Yu d'examiner la jambe d'Ako et de faire tout ce qu'elle peut pour l'aider. Yu s'approche immédiatement d'Ako et saisit sa jambe pour l'examiner. L'une de ses mains commence à muter étrangement et on voit chacun de ses doigts se transformer en outil médical et elle lui injecte des seringues et des scalpels. Elle prévient Ako que ça peut faire un peu mal et en quelques secondes, elle guérit complètement la jambe d'Ako, effaçant même la cicatrice. L'effet est immédiat et Ako peut désormais marcher sans aucune douleur. Hakuto demande ensuite à Yu d'attendre à l'intérieur de la base, car il veut emmener Ako s'entraîner à marcher dans l'oasis. Le résultat est si bon que la jeune fille peut courir sans problème et passe toute la sortie à courir joyeusement. À un moment donné, elle demande même à Hakuto de la pincer. Elle demande même à Hakuto de lui pincer la joue parce qu'elle a l'impression d'être dans un rêve, trop beau pour être réel. Il la rassure en lui disant que ce n'est pas un rêve et Ako lui demande s'il peut lui promettre de rester avec elle pour toujours. Cette question met Hakuto un peu mal à l'aise et il lui répond
répond que c'est quelque chose de prévu pour le partenaire qu'elle choisira dans le futur. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'Ako a déjà décidé avec qui elle veut être quand elle sera grande. Lui, bien sûr. Ils retournent à la base et Hakuto remercie sincèrement Yu pour le travail qu'elle a accompli, lui donne une tape sur l'épaule. Il lui dit également qu'il compte sur elle à partir de maintenant pour travailler ensemble. Ces mots font tomber Yu amoureuse de lui. Elle ressent soudain une profonde admiration pour le héros et sent l'amour dans ses paroles. Et ici même, pour la première fois, le début du harem du Hakuto. Yu est persuadé qu'il a changé et qu'il n'est plus le patron qu'elle a connu. Maintenant, il est gentil et respectueux. Elle décide donc de rester à ses côtés et de découvrir ce qu'elle ressent vraiment. Pendant ce temps, nous voyons que les deux filles, Yukikaze et Mikan, sont revenues du désert et boivent de l'alcool dans une taverne en parlant de ce qui s'est passé là-bas. Elles racontent aux gens de la taverne qu'elles ont rencontré le soi-disant roi démon et qu'il a été capable d'éliminer une meute entière de loups avec un seul doigt. Mikan pense alors qu'il s'agit d'un homme très dangereux. Mais Yukikaze n'a qu'une envie, c'est d'avoir un orgasme intense avec Hakuto, malgré les plaintes constantes de son partenaire. Yukikaze lui rappelle qu'il les a sauvés et qu'elle devrait au moins lui en être reconnaissante. Mikan, agacée, commande plus de bière et dit qu'elle ne veut rien entendre. Pendant ce temps, les satanistes se réunissent avec leur chef, qu'ils appellent Lord Utopia, pour lui faire part de la situation. Cet homme est très en colère contre ces sectateurs, qui ont fait appel à Hadès sans obtenir le moindre résultat. L'un des hommes encapuchonnés tente de se justifier en disant qu'un roi dragon va apparaître, faisant référence à Hakuto, qui est devenu zéro. Mais cette excuse ne vaut rien, car Lord Utopia a un autre plan en tête. Il offre plus de sacrifices à Hadès pour le rendre plus fort. Pour ce faire, il commence à faire s'effondrer le temple d'Hadès, et en fait, commence à détruire toute la capitale sacrée, laissant Hadès consumer tout ce qu'il y a de bon et de mauvais à l'intérieur. Ailleurs, Hakuto arrive en calèche dans un petit village quelque peu abandonné, qui s'avère être la ville natale de Luna. Au fur et à mesure qu'il s'approche, Hakuto remarque que tout semble délabré, et la situation ne semble pas bonne. Il demande à Luna si elle est d'accord, et elle lui répond que quelqu'un de l'église a été chargé de s'occuper de l'endroit. Selon elle, ce n'est pas à elle de gouverner ou de gérer le territoire. Mais cela ne fait qu'inciter Hakuto à penser le contraire, à savoir que l'église et les nobles ne font qu'utiliser Luna pour obtenir du soutien, sans vraiment l'apprécier. Voyant la situation dans son ensemble, Hakuto demande à Luna de lui donner une chance de s'en sortir. Hakuto demande à Luna de lui donner une place dans le village afin qu'il puisse ouvrir une clinique pour soigner les blessés. Haku est très enthousiaste à cette idée, pensant que si c'est Yu qui soigne, les gens viendront de tout le royaume. Luna les guide jusqu'à un endroit du village où ils pourront installer la clinique, mais Hakuto pense que l'endroit est trop petit pour ses projets. Il veut aussi installer une source d'eau chaude à côté du camp médical plus tard pour faire rentrer plus d'argent. Peu de temps après, le responsable du village, nommé par l'église, vient les saluer et s'incline devant Lady Luna. Mais celle-ci sursaute lorsqu'elle voit que l'homme porte plusieurs avis de recherche offrant une énorme prime. Luna explique à l'homme que Hakuto est le roi des démons et qu'il travaille avec elle. Il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter. Hakuto intervient alors et dit à l'homme qu'à partir de maintenant, Luna sera responsable du village et les choses vont changer. L'homme essaie de dire qu'il doit d'abord en parler à ses supérieurs, mais Hakuto est très clair. C'est lui et Luna qui contrôlent la situation. Il ordonne à l'homme de retourner à l'église, ou d'où qu'il vienne, et de faire passer le message que Luna a officiellement repris les rênes du village. Immédiatement, l'homme saute dans un chariot tiré par des chevaux et se précipite pour répandre la nouvelle. Une fois qu'il est parti, Hakuto dit à Luna que si elle le laisse rester, il améliorera le village. Les choses iront beaucoup mieux avec lui, ce qui rend Luna très heureuse. Ensuite, nous voyons un couple de filles aux oreilles de lapin, Momo et Kion, qui travaillent tristement dans un verger. Leur conversation nous apprend que les récoltes sont mauvaises. Nous apprenons que les récoltes sont mauvaises et qu'elles n'ont pas d'argent pour acheter de l'eau ou des cristaux de terre pour faire pousser quoi que ce soit. Hakuto va voir Luna pour savoir ce qui se passe dans les champs et elle lui explique que la race de ses filles s'appelle Bunis. Apparemment, l'ancien peuple Kirubi les vénérait, mais plus tard, ils ont été bannis par le royaume de la Sainte Lumière, une nation qui déteste toute race qui n'est pas humaine. À cause de cela, les Bunis se sont retrouvés dans un état de pauvreté et d'abandon. Voyant à quel point Luna est déprimée par cette histoire, Hakuto la gifle au hasard. Hakuto lui donne une claque au hasard, sans aucune raison. Luna en est très fâchée, mais cela la sort de sa dépression. Ensuite, le groupe rencontre Kion et Maman. Le groupe rencontre Kion et Momo pour parler de ce qui se passe. Hakuto demande à Luna pourquoi elle n'est jamais intervenue auparavant. En guise d'excuse, Luna répond qu'on lui a appris depuis l'enfance à ne pas intervenir. Luna répond qu'on lui a appris dès l'enfance à ne pas se mêler des affaires du monde. Hakuto demande alors aux filles lapins s'il y a un puits dans le village,
et elle l'y emmène. Mais lorsqu'ils arrivent, ils découvrent que le puits est complètement à sec. Ils découvrent que le puits est complètement sec, qu'il n'y a plus d'eau. Ils n'ont pas non plus d'argent pour acheter des cristaux d'eau. Immédiatement, Hakuto active ses privilèges d'administrateur et sort un objet qui peut aider le village. Même si le puits est à sec, il invoque une poulie et l'installe. Il demande ensuite à Haku de tourner le mécanisme et de tirer de l'eau. Elle obéit et, à la grande surprise de tous, elle tire un seau plein. Elle tire un plein seau d'eau du puits vide. Elle recommence et tire un autre seau plein. Devant ce miracle, les filles lapins sont stupéfaites. Elles ne comprennent pas comment l'eau peut venir d'un puits complètement sec. Luna demande alors comment c'est possible, et Hakuto explique que la poulie est un outil magique de son pays. Elle peut produire de l'eau fraîche même dans ces conditions. L'étape suivante consiste à résoudre le problème de l'agriculture. Hakuto active à nouveau ses pouvoirs et un engrais sort d'un portail sombre. Ensuite, il dit qu'ils devront travailler les champs autant que nécessaire et surtout garder le secret de la poulie magique. En voyant tout cela, Luna s'approche d'Hakuto et lui dit que, en fin de compte, il a l'air d'être un bon gars. Mais il sourit et avoue qu'il fait tout cela parce qu'il a besoin que les filles travaillent pour lui à la clinique et aux sources d'eau chaude. Pour lui. Cela ne semble pas déranger Luna, puisque de cette façon, le village s'améliorera et elle finira même par recevoir une plus grosse allocation. Pendant ce temps, ailleurs, il y a une réunion entre l'aînée des vierges sacrées et Lubreza. Elle parle de Luna et du Hakuto, et les nobles informent la jeune fille que sa sœur semble voyager avec le roi démon et qu'ils contrôlent maintenant leur propre village. Cette nouvelle met la jeune fille en colère plus que tout. Un gros noble tente de commenter la situation, mais il est interrompu par quelqu'un d'autre qui dit que l'informateur appelé Blitz le Powerist exagère les choses que le Hakuto a causées. Après quelques discussions, les nobles s'en vont et la reine entre dans la salle et soudain, elle change complètement de posture et adopte une attitude super gentille. Sa sœur lui demande comment va Luna, puisqu'elle sait que la reine l'a rencontrée au village d'Aru. Luna apparaît un peu, mais la reine est complètement perdue et ne répond rien, jusqu'à ce que sa sœur lui parle du roi dragon qui s'est battu avec elle. Jusqu'à ce que sa sœur mentionne le roi dragon qui s'est battu pour les protéger. Et à ce moment-là, la reine avoue qu'elle est amoureuse de lui et se met à crier et à se rouler par terre en disant que Zéro est génial. La situation devient encore plus bizarre, car la reine a même une peluche de Zéro, et elle n'arrête pas de crier qu'elle doit le voir. Puis elle plonge dans ses propres vêtements et fait des choses qui effraient vraiment la troisième vierge sacrée. Peu après, nous rencontrons deux nouveaux personnages appelés Organ et Minky. Ce sont des aventuriers de rang S, et ils se trouvent au bar Noma Noma, où Yukikaze et Mikan sont également présents. Ils sont venus boire et obtenir de nouvelles missions pour gagner de l'argent. Organ et Mikan discutent des rumeurs concernant un roi dragon, mais Organ est persuadé qu'il ne s'agit que de ragots, parce qu'une telle chose est déjà connue de tous. C'est alors que le propriétaire du bar se présente et révèle l'avis de recherche du Hakuto. Ils le prennent et partent immédiatement à sa recherche. Cela irrite beaucoup Mikan et Yukikaze, qui étaient assis à proximité, surtout Yukikaze, qui est obsédé par Hakuto. Ensuite, Hakuto se rend avec son groupe dans un restaurant chic recommandé par Luna, et ils sont traités avec beaucoup de respect. Bientôt, un serveur arrive et Luna lui dit de les servir avec soin, car il s'agit d'une occasion très spéciale pour une amie d'elle. L'homme revient bientôt avec un repas luxueux et varié, et tout le monde trinque joyeusement à la guérison du pied de Hako. Mais il manque encore une chose. Hakuto sort de la pièce pour un moment, et le serveur apporte quelque chose de spécial à la table. À ce moment-là, il invoque quelque chose d'inconnu pour nous, venant du portail sombre qu'il utilise habituellement. Au bout d'un moment, nous voyons le serveur arriver à la table. Il soulève le couvercle d'un plat sur un chariot caché, révélant une délicieuse tarte aux fraises. Toutes les filles sont ravies par le goût de ce cadeau d'Hakuto. Hako et même Yu disent que c'est ça, le bonheur. Soudain, une dame à l'aura radieuse apparaît, habillée dans des vêtements élégants, et elle interrompt le groupe pour saluer Luna. Hakuto reconnaît qu'il s'agit d'une personne importante, et essaie d'être le plus poli possible avec elle. Il se présente donc, et l'invite à rester avec eux. La dame se présente et révèle qu'elle s'appelle Butterfly, et elle accepte de se joindre à eux. Mais à ce moment-là, Luna essaie de dire quelque chose, très inquiète, et Hakuto utilise sa télépathie pour lui demander de quoi il s'agit, ce qui surprend la jeune fille. Mais elle parvient à dire que Butterfly est une sorte de reine parmi les nobles. Il doit donc faire attention à ne pas en faire une ennemie. Hakuto lui répond qu'il a un plan et qu'il a l'intention de gagner sa confiance tout de suite. La confiance de la jeune fille.
Peu après, nous voyons la dame s'asseoir à la table avec les autres, et Hakuto lui explique pourquoi ils font la fête. Elle félicite Hako pour son rétablissement, et lui demande Hako pour son rétablissement, et lui demande si c'est la première fois qu'ils viennent en ville. La jeune fille répond qu'elle a raison, et que tout semble trop beau pour être réel. Butterfly demande alors la même chose à Hakuto, et s'adresse clairement à lui en tant que démon. Il répond que c'est un endroit incroyable, différent des endroits horribles qu'elle a dû traverser au cours de son voyage vers la ville. Cette réponse lui plaît beaucoup, et elle dit que les gens comparent généralement les zones du royaume au paradis et à l'enfer. Elle dit ensuite qu'elle aimerait d'en savoir plus sur sa sagesse. C'est alors que Hakuto lance son plan. Il répond immédiatement que s'il était souverain du royaume, il ferait de chaque endroit un véritable paradis. Mais Hakuto a un autre objectif. Au lieu de régner sur ce paradis, son but serait d'atteindre le sommet du royaume. Il invoque alors un savon comme celui qu'il a utilisé sur Hako au début de l'histoire et le donne à Butterfly. Cela la perturbe beaucoup. Mais Luna dit avec enthousiasme, c'est un savon magique qui rend la peau merveilleuse. À ces mots, les autres filles de la table montrent leur peau et elle est littéralement rayonnante. Hakuto insiste qu'elle devrait utiliser le savon ce soir pour tester son pouvoir. Butterfly est très heureuse et le remercie pour le cadeau. Hakuto profite de l'occasion pour expliquer que sa grande idée est d'ouvrir une source d'eau chaude dans le village de Reb, qui sera un lieu où le pouvoir des eaux, où l'on se sentira renaître grâce à la force des eaux. Pour un temps, Hakuto ne cesse de lui parler des merveilles qu'il prévoit pour le village de Luna, et la noble finit par le croire. Elle demande alors à Luna de garder ce secret à sa sœur, et Luna demande si Butterfly et sa sœur ne s'entendent pas. Soudain, il y a une explosion et un tremblement de terre secoue le restaurant. Puis un serveur terrifié se précipite dans la salle, avertissant tout le monde qu'il s'agit d'une attaque sataniste contre la ville. Pour les arrêter, Hakuto se rend sur le toit du restaurant. Il demande à Yuki de protéger les personnes à l'intérieur. Luna reste également sur place, car Hakuto pense qu'elle pourrait être la cible de cette attaque coordonnée. Elle demande à Hako, inquiète, s'il est attaqué. Hakuto l'interprète comme si elle était sa fille et lui son père, et il saute sur le toit. Il traverse la ville à la recherche des ennemis, mais il continue d'apparaître. À ce moment-là, nous voyons Mikan et Yukikaze qui se battent pour sauver des gens des satanistes. Mikan est sur le point d'être frappé par une attaque de glace de l'un des hommes, mais son partenaire la sauve à la dernière seconde. Yukikaze invoque ensuite une main de glace qui saisit plusieurs satanistes et lance une attaque de glace contre eux. Attaque de glace contre eux. Mais en quelques secondes, les deux sont encerclés par les ennemis. Juste à ce moment-là, Hakuto apparaît pour les protéger. Hakuto apparaît au sommet d'une maison et attaque les hommes avec ses lames rouges caractéristiques, les obligeant à s'agenouiller devant lui. Enfin, il invoque un énorme morceau de glace et le plaque au sol, laissant les satanistes gravement blessés. Cependant, l'un d'eux se coupe la main avec un poignard, et soudain, un symbole apparaît sur sa paume. De cette marque émerge un brouillard rouge flottant, et à travers elle apparaît un grand démon habillé en bouffon. Le nom de ce démon est Carnaval, et en le voyant, tout le monde essaie de s'enfuir. Mais les chasseurs de primes réalisent qu'il y a une barrière autour de toute la zone. Le seul moyen de sortir est donc de vaincre le démon. Et à ce moment-là, Hakuto a jeté une pierre pour l'empêcher de parler, et Carnaval, horrifié, se demande qui est ce maudit insecte qui lui a fait ça. À lui. À ce moment-là, Hakuto dit que c'est lui qui a lancé la pierre, avec toute l'audace possible, et ce qui pousse le démon à l'attaquer immédiatement. Mais rien qu'en le regardant, Hakuto l'arrête et le fait reculer. Puis il reprend des forces et dit qu'il a déjà tué le démon, et que c'était sans doute trop facile. C'était sans doute trop facile. Il espère donc qu'il y aura un peu plus de challenge. Hakuto lance alors Carnaval dans les airs d'un seul coup, et l'achève comme il l'a fait avec le monstre de la forêt. Comme il l'avait fait avec le monstre de la forêt, et dès que la barrière est brisée, tout le monde se rassemble autour d'Hakuto pour le remercier, le féliciter et lui offrir quelque chose pour ce qu'il a fait. C'est alors que Yukikaze s'approche de lui, très excitée. Elle demande le nom d'Hakuto et commence à flirter avec lui, mais c'est alors que Mikan arrive et Hakuto découvre que Mikan préfère le roi dragon. Du côté des satanistes, nous voyons que leur chef reçoit des informations sur l'échec de l'attaque d'un des groupes, ce qui le rend furieux. Car parce qu'ils ont agi à l'avance. Ils envoient donc la petite fille appelée Tron pour informer les deux autres groupes de ce qui s'est passé et pour remplir son rôle une fois pour toutes. Deux autres groupes de ce qui s'est passé et de remplir son rôle une fois pour toutes. Elle s'en va tristement parce qu'on l'a traité de sans mêlée et c'est ainsi que commence la deuxième partie du plan. Entre-temps, un personnage apparaît dans un restaurant et c'est un clown, essayant de divertir les nobles avec ses tours. Mais sa véritable intention est de tuer Luna.
Il voit qu'elle est apparemment sans surveillance et seule à table, et l'homme s'approche immédiatement de la table de Luna et des autres filles. Il commence à les complimenter, puis Yu se lève et lui demande s'il peut lui apprendre un tour de magie. Nous voyons alors que Yu a utilisé certains de ses pouvoirs et que les deux bras de l'homme portent maintenant son pouvoir. Elle les place en un instant, mais à l'envers, et cela effraie l'homme car l'homme parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Finalement, elle lui met les bras et s'approche de lui. Elle lui met les bras et s'approche de son oreille pour l'effrayer encore plus. De son oreille pour l'effrayer encore plus. Pourquoi a-t-elle fait tout cela? En fait, elle sait que le gars a du poison dans sa poche. Alors elle lui dit que s'il s'approche encore de cette table, elle va démembrera tout son corps. De l'autre côté de la ville, on voit des démons avancer sur les filles, tout en étant éliminés par la reine et Fuji. Même les deux sœurs démons zombies apparaissent et sont rapidement éliminées avec l'aide d'un vieux garde. Zombies apparaissent et sont rapidement éliminés avec l'aide d'un ancien garde. Ailleurs, Mink combat un groupe de satanistes qu'elle organise elle-même. Elle se repose calmement sur un toit et on voit qu'elle est si puissante qu'elle invoque une sorte de pluie qui anéantit un groupe entier d'ennemis. Après cela, elle se retourne et utilise un contrôle sur des ecclésiastiques pour s'assurer qu'ils la suivent et l'aident. Près de la reine et de ses alliés, un autre groupe de satanistes se rassemble. Là, il confirme la mort du groupe précédent, aux mains du Hakuto. Il décide donc de se sacrifier pour prendre la ville, et d'accomplir le même rituel qu'un homme a utilisé pour invoquer le carnaval. Le groupe se coupe les mains, et d'où sort le nuage rouge qui consume leur corps et leurs âmes. Au même moment, nous voyons un homme au Lut-Esh apparaître dans le ciel, et nous l'identifions comme le prince des ténèbres. Presque en même temps, l'ange, l'aîné des vierges sacrées, apparaît. Elle regarde du balcon du château sacré et voit le prince juste en face d'elle. Château, et voit le prince devant elle. Face au danger, elle invoque une barrière magique qui recouvre toute la ville et reste là à tenir la barrière. À ce moment-là, la reine aperçoit également le prince et Fuji le charge, mais le démon tire un rayon de son œil qui le touche. Olut tente alors de briser la barrière d'Angel, ce qui l'oblige à utiliser encore plus de pouvoir, et cela commence à l'affecter. Pour combattre le prince, la reine donne un coup de pied à Fuji, qui est à terre, et saisit dans son dos l'arme qui lui appartient, un énorme marteau sacré. Après avoir saisi le marteau, la reine s'élance sur Olut. Elle réussit à porter un coup, mais il contre-attaque. Sa défense n'est pas suffisante. La reine est alors touchée par l'attaque d'Olut. Ming apparaît dans la scène pour l'aider et parvient à arrêter le prince pendant un moment. Mais soudain, quelque chose tombe du ciel et emprisonne les deux femmes. Nous voyons Tron avec un coffre contenant Hadès. Cela scelle la fin de la bataille, car juste après, Olut tire un rayon directement sur les filles et elles sont pratiquement inconscientes. À ce moment-là, la reine entend le cri désespéré d'Angel et répond, en lui disant de maintenir la barrière au lieu de l'aider. Peu après, nous découvrons que Hakuto observe tout ce qui se passe depuis le château. Comme il ne peut pas montrer son pouvoir devant les filles, il décide de redevenir zéro. Et le laisse prendre le contrôle de la situation. C'est ainsi que le roi dragon entre à nouveau en scène. La reine l'accueille même avec des cris de joie. Mais juste après, elle est repoussée par Olut. Quand le roi dragon s'approche du prince, il disparaît, tandis que Hakuto continue de marcher et de fixer le démon. En quelques coups, Hakuto fait voler Olut. Olut contre-attaque avec un rayon mais manque sa cible. Olut panique et se rend compte que Tron est toujours dans les parages. Il lance alors une attaque vers elle pour absorber son sang. Le prince transperce le corps de la jeune fille, et après avoir dit que son sang est presque insupportable, il la laisse simplement tomber sur le sol en se vidant de son sang. Et puis, alors que Tron est inconsciente, nous avons un aperçu de son passé. Elle était une enfant abandonnée recueillie par les satanistes, sans but précis dans la vie. Mais à ce moment-là, elle entend la voix de Zéro lui criant de se réveiller, et quand elle ouvre les yeux, son corps va déjà beaucoup mieux. Il s'avère que Zéro lui a fait manger un objet qui restaure la vie, et c'est grâce à cela qu'il a réussi à la sauver. Il lui demande ensuite de sourire parce qu'elle a l'air trop triste, mais elle lui répond qu'elle a simplement oublié comment faire. Voyant que la jeune fille est guérie, Olut croit qu'elle est une sorte de dragon puissant, et il prévoit d'utiliser toute sa force pour l'attaquer. Le prince ouvre donc sa poitrine, et soudain, un portail en sort, et il se transforme en une sorte de chimère, moitié loup et moitié chauve-souris. Puis Zéro tourne le dos à Tron et lui dit de sourire parce que ceux qui font ça comme des imbéciles réussissent toujours. Et avec des coups directement sur la tête du démon, en utilisant sa compétence « tout ou rien », il réduit Olut en morceaux et le fait disparaître. Puis il réapparaît et tous les gens crient de joie que la menace a disparu. Zéro se retourne alors et demande à Tron si elle s'est souvenue comment sourire, et la jeune fille répond en le serrant dans ses bras tout en pleurant. Mais à ce moment-là,
la reine arrive à son tour et serre 0-0 par derrière. Elle lui dit qu'elle ne le laissera jamais partir. Cette situation met Zero dans l'embarras et il lui demande de le laisser partir, disant qu'il ne devrait pas s'étreindre ainsi en public. Un peu plus tard, Hakuto rencontre Angel sous son déguisement habituel et lui demande de l'appeler Demon Lord. Puis au château, il parle de la rencontre sa sœur et il lui dit qu'il a une très bonne relation avec sa sœur, Luna. Après un moment de discussion, Angel lui demande quelles sont ses intentions avec Reno, et il répond qu'il s'en rendra compte par ses propres actions. Puis il demande s'il y a une bibliothèque où il peut étudier les séraphins, mais Angel dit qu'elle ne se sent pas en sécurité avec ça, bien qu'elle le laisse utiliser la bibliothèque pour faire ses recherches. Cependant, il refuse de donner des informations sur ce qu'il cherche exactement. Hakuto la remercie pour cette faveur et pour gagner sa sympathie. Il dit que de toute façon, il serait très difficile de parler à quelqu'un d'aussi sacré qu'elle, puis il dit au revoir à la jeune fille. Mais avant de partir, elle lui demande s'il a vraiment tué le roi démon, et Hakuto répond que c'est une honte qu'il soit même appelé roi des démons, car il ressemblait plus à une imitation bon marché. Cette réponse rend Angel encore plus inquiet, car quelqu'un comme le roi des démons ne semble pas avoir la moindre chance contre Hakuto. Juste après être parti, il vérifie ses points de compétence. Après la bataille d'hier, il se rend compte qu'il peut construire les sources d'eau chaude et l'hôpital sans problème. Il peut aussi se téléporter aux endroits où il est déjà allé et même invoquer d'autres aides. Il laisse échapper un rire diabolique et Hako le remarque immédiatement et court vers lui pour lui demander comment ça s'est passé. Hakuto prend Hako dans ses bras et lui dit que tout se passe bien avec le saint, et cela rend Hako très heureuse. Hakuto pense qu'il ressemble de plus en plus à un père et une fille heureux. Puis on voit Hako et Hakuto arriver à la bibliothèque, mais ils ne trouvent rien d'utile sur les séraphins, car tous les livres qu'ils ont trouvés ressemblent plus à des histoires fantastiques occidentales. Mais avant de partir, Hako demande à Hakuto de lui lire une histoire sur un chien nommé Fido. Il est rejeté en ville et finit par errer dans un donjon où il rencontre une jolie petite chienne. Il la défend, et après avoir erré dans le donjon pendant un certain temps, il arrive dans une salle au trésor. À ce moment-là, Hakuto voit passer un bibliothécaire. Il lui demande si c'est vrai que les armes et les armures tombent dans les donjons, et le garçon lui répond rapidement que c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Hakuto retourne alors à l'auberge avec Hako et lui demande de passer devant, car il pense à quelque chose de très important. Il a besoin de quelque chose qui l'aide à résister à la magie de ce monde, puisqu'il n'est affecté que par la magie qui n'appartient pas à l'Infinity Game. Soudain, alors qu'il allume une cigarette dans une ruelle, Tron apparaît derrière lui et lui dit joyeusement qu'elle l'a enfin trouvé. Elle appelle Hakuto Zero et lui révèle qu'elle a le pouvoir de voir au-delà de ce qui se trouve devant elle, de voir les émotions et l'âme des gens. C'est un peu comme la voyance. Elle dit qu'elle veut revoir Zero, mais il dit qu'il ne la laissera voir que si elle lui obéit et travaille dur pour lui. À partir de ce moment, Tron fait partie des plans d'avenir d'Hakuto, même si elle n'est qu'une enfant. Plus tard, Hakuto présente sa nouvelle compagne aux autres, et Luna sent que Tron a aussi un démon en elle. Cela surprend Hakuto, mais il parvient à convaincre Luna qu'elle ne doit pas se laisser influencer par ces choses. Pour quelqu'un d'aussi supérieur qu'elle, elle doit savoir traiter avec tous les types de personnes, espèces et races. Luna finit donc par accepter, mais lui fait comprendre que si Tron tente quelque chose de mauvais, elle changera d'avis. Hakuto pose ensuite des questions sur la télépathie et demande à Yu si elle peut se téléporter avec eux jusqu'à Rebi, ce qu'elle confirme clairement. Mais lorsqu'il demande aux autres filles de s'accrocher à lui pour un voyage rapide, Yu s'accroche aussi à son bras. En un instant, ils arrivent aux abords du village de Luna et sont accueillis par Kion et Momo. Ils ont réussi à améliorer la récolte grâce à Hakuto, et il invoque rapidement une base de bas niveau sur le site, puis il combine d'autres éléments pour créer un véritable hôpital, et soudain un immense bâtiment blanc apparaît devant eux. Ils entrent à l'intérieur pour vérifier que tout est en ordre, et une fois à l'intérieur, Hakuto et Yu discutent de la méthode de paiement à utiliser dans le village, puis ils arrivent à une conclusion. Tout d'abord, ils attribueront une valeur en yens aux différentes monnaies matérielles du royaume telles que le cuivre, l'argent ou l'or. Ensuite, Hakuto décide que les mendiants et les personnes à faible revenu paieront beaucoup moins que les nobles et les riches. Cette idée semble très bonne à Yu, qui sourit malicieusement et dit à Hakuto qu'il a changé par rapport à avant. Il lui répond qu'agir de la même façon qu'avant reviendrait à rester coincé dans le passé. Après cette conversation, Hakuto visite les fameuses sources d'eau chaude près de l'hôpital. Après cette conversation,
Akuto visite les fameuses sources d'eau chaude près de l'hôpital. Il s'en vante beaucoup. Et nous voyons qu'il y a différents types de bains bien équipés dans plusieurs appartements où les résidents peuvent séjourner. L'étape suivante consiste à trouver des employés. Akuto demande donc l'aide de Kyo et Momo, puis rassemble les villageois pour leur expliquer tout ce qu'il faut faire. Il se retire ensuite dans une zone où poussent des bambous et y convoque son prochain allié, Tahara. Il s'agit d'un spécialiste des armes et des techniques de combat qui a été chargé de protéger le village lorsque Akuto n'est pas là. Après quelques secondes, un homme à l'air fatigué sort d'un rayon de lumière devant Akuto. Dès que Tahara le voit, il le reconnaît comme son grand maître et lui demande où ils sont. Et Akuto l'invite à entrer dans le bâtiment de la source thermale. Là, il explique à Tahara qu'il se trouve dans un monde fantastique où le grand empire qui existait dans l'Infinite Game est inconnu. Il dit aussi que Yu est dans les parages, et cela fait vraiment peur à Tahara, car cette femme est très sadique. Tahara réfléchit un instant et demande à Akuto ce qu'il compte faire dans ce monde, et Akuto répond qu'il veut d'abord gérer le village pauvre dans lequel il se trouve. Et pour cela, il explique à Tahara qu'il devra s'occuper de la protection de l'endroit et aussi gérer les différents services locaux. Cela le surprend et il proteste contre le fait de devoir assumer cette responsabilité. Mais Akuto tente de le calmer à ce moment-là. Mais lorsque Tahara lui touche l'épaule, il ressent une énorme crampe dans le corps et Akuto lui suggère d'aller voir Yu. Peut-être qu'il est malade ou qu'il souffre. C'est à ce moment précis que Yu apparaît, effrayant Tahara. Et peu après, elle et les autres filles arrivent pour rencontrer le nouveau venu. Le lendemain matin, Akuto retourne voir le prêteur sur gage de l'homme que nous avons vu plus tôt. Il lui rapporte un autre objet de son monde et cette fois c'est une boîte à musique qui utilise 2 clés. Et Akuto décide de tester l'homme en lui laissant clairement décider du prix. La pression est telle que l'homme finit par donner 15 pièces d'or pour que Akuto n'emporte pas le produit dans un autre magasin et ne se mette pas en colère contre lui. Akuto s'arrête ensuite au magasin de vêtements où il avait l'habitude de se rendre avec Aku et y passe une commande pour son entreprise. Akuto demande au directeur du magasin ou à son assistant de reproduire 2 types d'uniformes de travail le plus rapidement possible. Bien qu'il s'agisse d'une demande plutôt étrange, Akuto paie beaucoup d'argent pour cela. Il s'assure ainsi que les uniformes seront livrés le plus rapidement possible. Puis il dit qu'il offrira 2 autres pièces d'or quand ils auront fini. Ils achètent ensuite de la nourriture sur place, ce qui permet d'approvisionner le village de Rebi. Ce soir-là, lorsqu'ils arrivent au village, Akuto essaie secrètement de contrôler Zero et d'annuler le changement de sa volonté, même si c'est manifestement très difficile. D'un autre côté, nous voyons que tout le village est prêt. Ils sont heureux dans le jardin, récoltant des carottes, et après cela, ils se rendent aux sources d'eau chaude pour se réunir et s'amuser. Dans l'autre bâtiment, Tahara apprend au groupe de Bans à nettoyer l'endroit et à le maintenir parfaitement en ordre. Ensuite, il rencontre Kyo et Momo. Qui essayaient leurs nouveaux uniformes de lapin. Même si elle pense que c'est un peu embarrassant, Tahara essaie de leur apprendre les bonnes manières. Et il ne peut s'empêcher d'imaginer son jeune frère portant des vêtements similaires, ce qui est très étrange puisqu'il a une relation très proche avec elle, ce qui est un peu bizarre. Mais passons. Nous voyons une calèche arriver à l'entrée des sources thermales et Butterfly en sort. Accompagné d'un vieil homme nommé Sambo. Akuto vient l'accueillir avec Tahara et il s'excuse auprès d'elle de ne pas avoir tout préparé au mieux. Mais elle est ravie de tout. Et après cela, la dame leur explique qu'ils ont amené un soldat à la retraite pour qu'il puisse visiter quelque chose de bien avant de quitter ce monde. Akuto demande alors pourquoi on lui a bandé les yeux, et il répond qu'il y a plusieurs années, une bête magique lui a pris ses yeux. Akuto propose alors de rendre visite à Yu et de guérir ses yeux, ce qui surprend le vieil homme et Butterfly. Mais s'il y a la moindre chance de sauver sa vue, il accepte de les accompagner où qu'ils aillent. Ils arrivent bientôt auprès de Yu, et c'est là qu'elle examine Sambo. Pour ne pas effrayer les visiteurs, le docteur n'utilise que des médicaments pour les aider, car son pouvoir, la main de Dieu, serait trop difficile à comprendre pour eux. Ensuite, Yu met du gel sur les yeux du vieil homme, et quand elle lui dit de les rouvrir, sa vision est complètement rétablie. Le vieil homme pleure de bonheur, et Butterfly le renvoie chez son maître pour qu'il ne le dérange plus. Ensuite, il offre une pièce légèrement différente à Yu en guise de remerciement. Cette pièce vaut environ 100 grosses pièces d'or. Cela semble un peu trop pour elle, mais Butterfly déclare que le vieil homme lui doit maintenant une faveur, car cela vaut plus que n'importe quelle pièce. Et Yu accepte son cadeau, et tous deux en viennent à la conclusion qu'ils seront de grands amis. Maintenant, nous voyons un peu du passé de Luna, quand elle n'était qu'une petite fille. Elle courait à travers le royaume, et à une occasion, elle a rencontré un groupe de jeunes nobles très désagréables. Ils les méprisaient, elle et son amie, parce qu'ils étaient pauvres. Mais Luna, au lieu de se taire,
Luna, au lieu de se taire, les avertit qu'à l'avenir, elle ferait partie de l'Église et deviendrait la Sainte Vierge. À ce moment-là, elle leur ferait payer pour les avoir traités de la sorte, et les nobles s'en vont, dégoûtés par ces paroles. Luna, cependant, était rayonnante et très convaincue qu'elle méritait une vie bien meilleure, car elle faisait de son mieux pour l'avoir. 2 ans plus tard, Luna est acceptée comme sainte majeure. Luna a été acceptée comme apprentie de la Sainte Vierge par l'Église, et son vœu a été exaucé. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme elle l'avait prévu. Elle avait demandé à être accompagnée de son amie d'enfance, qui était une roturière, et à ce moment-là, l'homme religieux qui avait accepté Luna comme future Sainte Vierge a souri. Il lui a dit qu'ils avaient tous été exécutés, car selon lui, ils étaient des demi-humains. Et cela est considéré comme un péché impardonnable par l'Église. Et Luna, choquée par la nouvelle, s'est accrochée à lui, disant que son ami et les autres n'avaient rien fait. Malgré cela, l'homme religieux l'a averti qu'elle devait faire attention à ce qu'elle faisait. L'homme religieux l'avertit de faire attention à ses fréquentations si elle veut vraiment devenir un jour une Sainte Vierge. À 10 ans, Luna devint enfin une Sainte Vierge et obtint la permission d'utiliser la magie de lumière et même la magie d'or. C'est parce que tout le monde connaissait sa grande capacité à utiliser la magie. Et en plus de cela, à l'époque, elle a également reçu le village de Rébi, même si les villageois lui rappelaient toujours un ami exécuté. Et que si elle avait eu plus de pouvoir, elle aurait peut-être pu le sauver. À ce moment-là, nous voyons Luna prier le chérubin, demandant de la force, mais soudain, elle se réveille et entend la voix de Rakuto. Et alors, on revient au présent, où Rakuto demande à Luna d'arrêter de parler dans son sommeil et lui demande de mettre en œuvre immédiatement le plan avec Madame Butterfly. Luna part immédiatement à sa rencontre et elle traîne presque la femme dans les différents bains qu'il y a là-bas. Mais d'abord, pendant que Kion et Momo lavent le corps et les cheveux de la femme jusqu'à ce qu'elle soit complètement rayonnante. Ensuite, elle lui fait prendre un bain de dioxyde de carbone qui rend la peau brillante et douce. Ensuite, elle se baigne également dans des sources chaudes aux herbes qui rafraîchissent et détendent l'esprit. Là, la femme remarque que Luna est amoureuse de Luna. La femme remarque que Luna est amoureuse de Rakuto à cause de la façon dont elle l'aide et de la fierté qu'elle éprouve pour l'endroit. Même si Luna essaie de le nier à tout prix, Butterfly lui conseille de prendre soin de son côté féminin si elle veut qu'il la remarque. Pour changer de sujet, Luna emmène la femme dans un sauna au sel pour y passer du temps et lui montre comment fonctionne ce type de bain. C'est la dernière étape pour convaincre Butterfly que l'endroit est vraiment merveilleux. Ensuite, Angel raconte à la reine que Butterfly est partie en vacances et s'est rendue chez Rébi. Ce fait est considéré par Angel comme une crise pour eux. Pour l'instant, le roi démon a conquis ce noble. Mais la reine dit qu'elle ne voit pas cela comme un gros problème. Elle dit qu'il vaut mieux laisser les choses aller comme elles vont, puisque sa sœur, Luna, semble être amoureuse de Rakuto. Angel insiste sur le fait qu'il s'agit de quelque chose de sérieux, qu'ils doivent régler. Mais la reine n'y prête toujours pas attention. Elle en vient à taquiner sa sœur en lui disant qu'elle espère qu'un jour elle trouvera l'amour, comme elle l'a fait avec Zero. Et après cela, nous voyons que Yu est allé rencontrer Tahara. Elle travaille à la reconstruction du village. Le docteur lui demande s'il n'est pas satisfait de l'emplacement des bâtiments. Et il dit que non, et que Rakuto ne lui a pas donné la permission de faire les changements et les ajustements dont il a besoin. Quand Yu apprend qu'il a la permission de Rakuto, elle change d'attitude et devient beaucoup plus douce, ce qui manque beaucoup à Tahara. Il lui demande alors la raison de ce changement d'attitude et qu'elle avait l'habitude de regarder les enfants. Elle dit que le chef est le seul homme auquel elle pense depuis longtemps et devient toute heureuse en parlant de ça. Et Tahara essaie de la garder de bonne humeur. Puis elle se demande si le patron est très content des bénéfices qu'elle a obtenus grâce à son travail. Puis elle suggère de demander à Madame Butterfly la disposition des lieux dans le village. Mais cela met tout de suite Tahara en colère et l'inquiète. Il dit qu'il n'a pas l'intention de laisser un noble agir dans son village et il lui demande aussi si elle a oublié ce qui s'est passé en ville la nuit précédente. Et l'atmosphère devient beaucoup plus froide et silencieuse pendant un moment. Et après cela, Yu s'excuse pour sa négligence. Yu s'excuse pour son commentaire imprudent après avoir compris la situation. Mais une fois de plus, il lui demande si elle est vraiment satisfaite de la proposition de Rakuto de suivre une voie différente de celle du Grand Empire. Elle répond qu'elle est touchée par la culpabilité du monde, ce qui lui a fait sentir la présence de Dieu en Rakuto. Cela fait rire Tahara de manière incontrôlée, mais elle lui fait comprendre qu'elle est sérieuse et que ce sentiment est de plus en plus fort. Après cela, Yu décide de faire un bilan de santé. Yu décide d'examiner Rakuto, mais ce n'est en fait qu'un prétexte pour se rapprocher de lui et devenir plus intime. Il se sent rapidement très mal à l'aise et décide de partir, laissant Yu un peu déçu. La prochaine chose que l'on voit, c'est que tout le monde est ensemble. Et ensuite,
Rakuto prend un bain relaxant dans les sources chaudes. Soudain, Tron apparaît et lui propose de le laver. Tron apparaît et lui propose de lui laver les cheveux, tout en l'appelant Zéro. Cela irrite beaucoup notre Rakuto. Après un certain temps de dispute entre eux, il les fait sortir du bain. Il les sort du bain. Il va dans sa chambre pour se détendre un peu et être seul. Au bout d'un moment, Aku arrive. Aku arrive et s'installe sur le grand lit, utilisé par Rakuto, et dit qu'elle a pris un bain d'herbe ce jour-là. Aku se retrouve donc à nouveau avec Rakuto. Mais Luna entre au milieu de la nuit, à la recherche de son ami, et comprend tout de travers. Rakuto lui répond, en lui disant d'arrêter d'imaginer des choses désagréables, et Luna sourit un instant en voyant son ami si heureux. Soudain, elle va se coucher avec Rakuto, comme si elle n'avait pas le choix, et il accepte pour éviter les malentendus. Il met son bras en guise d'oreiller pour que Luna puisse dormir dessus, et le lendemain matin, Rakuto part explorer la capitale pendant qu'Aku et Luna dorment. Pendant qu'ils se promènent, on voit Yukikaze et Mikan le suivre, bien qu'ils ne sachent pas encore qu'il est là. À ce moment-là, Yukikaze dit à Mika qu'elle a fait de nombreux rêves érotiques à propos de Rakuto, et que même maintenant, elle se sent très agitée. Et quand elle lève les yeux, elle le voit marcher devant elle. Elle court alors le saluer immédiatement, et c'est un peu étrange pour Rakuto, car il le traite comme un vieil ami. Il lui demande ce qu'il fait en ville, et Rakuto répond qu'il veut parler à la guilde des aventuriers au sujet du donjon du Nord. Mais il lui explique que la guilde ne peut pas fournir d'informations sur quelque chose d'aussi éloigné. Mais en fait, ce n'était qu'une excuse, car Rakuto cherche à savoir comment se défendre contre la magie de ce monde. Yukikaze l'invite alors à aller boire un verre dans son endroit préféré, et Rakuto accepte, car il ne s'est pas détendu depuis longtemps. Yukikaze lui prend alors la main, et il remarque que sa peau est très blanche, presque comme de la neige, et qu'elle est aussi très douce. Il réagit à temps et leur dit qu'ils ne devraient ne pas se promener main dans la main comme des enfants. Malgré tout, ils finissent par être conduits par Mika. Au bar Noma Noma, tandis que Yukikaze s'accroche au bras de Rakuto. Une fois sur place, le propriétaire est très surpris de voir la compagnie qu'ils ont amenée, et les autres clients l'accueillent comme un véritable héros. Ils sont tous très reconnaissants à Rakuto d'avoir vaincu le carnaval il y a longtemps, et lui offrent une bière, ainsi que Mika et Yukikaze. Lorsque la boisson est servie, Yukikaze s'empare de la chope et s'assoit sur les genoux de Rakuto pour lui donner une gorgée. Mais celui-ci refuse, pensant que c'est trop audacieux, et ne veut pas être dérangé pendant qu'il boit. Au bout d'un moment, le propriétaire revient et lui sert quelques plats, que Rakuto approuve immédiatement. Il fait remarquer à la dame qu'ils ont quelque chose de très bon arabe. Elle s'éloigne en riant et répond qu'il n'y a pas de comparaison possible. Après son départ, Yukikaze continue de faire des choses étranges avec Rakuto, comme voler une brochette qu'il s'apprêtait à manger. Il lui demande alors ce que fait la guilde des aventuriers et quel genre de travail ils font. Les deux lui expliquent immédiatement que leur travail n'a rien d'intéressant. La guilde se contente d'accepter des ordres et de leur envoyer des missions. Leur travail consiste à vaincre des monstres, explorer des donjons et collecter des trésors ou d'autres parties de monstres pour les vendre à la guilde. On dit aussi que la guilde est constamment en guerre avec d'autres pays du Nord et qu'il y a donc beaucoup d'espions et de mercenaires. Cette situation inquiète le Rakuto, car une guerre prolongée, elle affecte l'économie d'un pays et donc de sa population. Il les interroge ensuite sur les objets présents dans le donjon, et Mika explique qu'il y en a 5. Le premier type est normal. Il s'agit d'objets faits de métal et de cuir. Le deuxième type est solide, fabriqué à partir de crocs de monstres ou d'autres parties comme la peau ou les écailles. Le troisième type est celui des objets de haute qualité, fabriqués avec des matériaux ou des métaux spéciaux, et ne sont fabriqués que par les nains. Il existe cependant des objets dits exclusifs qui peuvent être utilisés par les aventuriers de rang S, comme Mika. Enfin, il existe des objets légendaires, il y a les objets légendaires, le marteau de la reine et le bâton de l'ange. Après cette explication, Rakuto demande s'il est possible dans les magasins d'avoir un objet fort contre la magie ou pour le combat. Mais il est clair qu'il voulait un objet contre la magie. Kikaze lui explique alors que les objets vendus dans les magasins sont produits en masse et ne valent presque rien. Rakuto leur demande donc si, en payant plus cher, ils ne pourraient pas obtenir quelque chose de décent. Kikaze pense que ce n'est pas possible. Rakuto préfère donc s'en charger lui-même. Pendant qu'il laisse Tahara s'occuper des préparatifs du village, finalement, Rakuto décide d'aller au nord pour visiter les donjons. Et Kikaze lui propose d'être son guide et le convainc en lui disant qu'il s'agit d'une aventure de rang B et qu'il aurait besoin de son aide pour cette mission. Il est donc tout à fait d'accord. Et comme toujours, Kikaze finit par entraîner Mika dans l'aventure, malgré sa colère,
et ils parviennent tous les trois vers le nord. D'un autre côté, on voit Angel s'excuser auprès des Séraphins parce qu'elle doit prendre le bâton Oméga pour accomplir un miracle. Le plan de la jeune fille est de renforcer son pouvoir et de libérer ainsi sa sœur bien-aimée Luna des griffes de ce roi démon. Elle est convaincue que Rakuto la retient en otage et compte bien l'affronter ou négocier avec lui pour sauver Luna. Elle utilise donc le bâton pour se téléporter auprès de Luna et se retrouve soudain dans le village de Rebi. Là, elle est surprise de voir Kikaze travailler et construire des choses de manière très organisée. Soudain, Tahara voit passer la jeune fille et la prend pour une simple villageoise. Il lui reproche de ne rien faire du tout. Sans savoir pourquoi, Angel finit par travailler avec des pierres précieuses en utilisant sa magie jusqu'à ce que Luna apparaisse, et sa grande sœur en profite pour leur dire qu'ils doivent partir, car le roi des démons l'a trahi. Mais Luna rit en entendant sa sœur parler. Elle lui montre la récolte de carottes qu'elle a réussi à faire pousser et lui dit qu'elle ne peut pas partir car elle doit gérer son territoire et que c'est un travail monstrueux. Après avoir dit cela, Angel pense qu'elle veut dire qu'ils veulent transformer l'endroit en une base remplie de démons et de monstres. Son inquiétude augmente donc automatiquement, mais le pire reste à venir. C'est à ce moment-là que Tron apparaît et demande à Luna de l'aider. Tron apparaît et demande de l'aide à Luna. Il s'avère qu'une énorme pierre bloque le démon et qu'ils ont besoin de magie pour le retirer de là. Et la magie dont ils ont besoin est celle de Luna. Mais dès qu'Angel voit Tron, elle réalise que Tron a du sang de démon. Luna demande donc à Momo et Kion d'accompagner sa sœur aux sources d'eau chaude, et ils l'accompagnent, très inquiets. À ce stade, Angel est convaincue que sa sœur est complètement perdue. Angel est convaincue que sa sœur est complètement enchantée et qu'elle doit vaincre Hakuto pour la sauver. Elles arrivent bientôt aux sources d'eau chaude et les filles lapins déshabillent Angel pour qu'elle puisse se baigner en toute tranquillité. Angel entre dans le bain et s'émerveille des différents types de bains qui existent. Elle se souvient aussi des moments heureux passés avec sa sœur, mais lorsqu'elle en sort, quelque chose l'effraie. Il s'avère que Hakuto y prenait un bain relaxant, et bien qu'elle pense qu'il s'agit d'une embuscade, il lui explique la situation et la manipule pour qu'elle croie qu'il sera considéré comme un criminel à cause de cela, ce qui provoque une scène à l'endroit. Il obtient donc d'Angel qu'elle se calme. Elle entre dans l'eau avec lui, après qu'il lui ait donné une serviette pour couvrir son corps. Cela crée une situation plutôt embarrassante, car c'est la première fois qu'un homme voit Angel nue, mais aussi la première fois qu'elle en voit un, et elle ne peut pas se concentrer. Malgré tout, Hakuto parvient à la ramener à ses côtés et lui dit que si aucun des deux n'est intéressé par le corps de l'autre, ils n'ont qu'à parler calmement. Angel répond qu'elle veut savoir ce qu'il fait et pourquoi il est impliqué avec Luna et Butterfly. Hakuto précise alors que personne n'est forcé d'être là et que tout le monde est avec lui de son plein gré. Cela met Angel très en colère et elle s'approche d'Hakuto pour le gronder. Mais elle ne peut pas s'approcher trop près, car elle est trop distraite par la situation, ce qu'elle considère comme une insulte. Alors, pour faire comprendre à Angel pourquoi Madame Butterfly est heureuse ici, Hakuto demande à Angel de plonger son corps dans l'eau, et grâce à cela, elle ressent un grand soulagement, et même des sensations étranges. Puis Hakuto lui offre de l'alcool, mais Angel craint qu'il ne soit empoisonné. Elle utilise son pouvoir pour le découvrir, et Hakuto en profite. Il dit que le vrai poison de ce royaume, ce sont les gens qui le détruisent, et qu'après cela, il dit la vérité. Personne ne fait rien pour les gens sans défense. Ils vivent dans la pauvreté, soumis par d'autres, avec violence. Et il lui dit que les dirigeants qui gouvernent mal sont traités d'incompétents ou d'inutiles. Angel ne trouve pas de réponse et accepte le fait qu'elle ne peut pas discuter avec lui sur ce point. Elle n'est qu'une jeune femme qui essaie de tout gérer. Ensuite, elle boit l'alcool d'Hakuto. Elle boit l'alcool d'Hakuto dans la même tasse que lui, ce qui fait dire à Angel qu'il s'agit d'un baiser indirect. Mais Hakuto se moque de son attitude de jeune fille. C'est ainsi que se termine ce moment. Angel se souvient de ce qu'elle disait à sa reine, en riant. Mais elle dit à Hakuto qu'elle sait déjà qu'il a la tête dure et qu'elle ne peut pas avoir de sentiments. Pour résoudre la situation, Hakuto invoque un cadeau très spécial pour elle qui correspond parfaitement à son apparence. Il sort d'une porte une auréole angélique qui flotte sur sa tête. Il lui demande de bien se tenir et disparaît dans une éclaboussure d'eau, laissant Angel seule avec son nouveau cadeau. Un peu plus tard, la nuit tombe, et Hakuto demande à Angel si elle est venue seule ou en calèche et elle répond qu'elle est venue seule. À ce moment-là, il lui dit qu'il va l'emmener au château. Il l'attrape alors par la taille et quelques secondes plus tard, elle apparaît devant les murs du château. Elle est complètement surprise car il a utilisé le miracle du Séraphin, ce que personne d'autre ne devrait pouvoir faire. Il est également capable d'invoquer seulement ceux que les anges peuvent invoquer. C'est pourquoi elle veut en savoir plus sur lui.
Angel lui demande donc à nouveau qui il est et Hakuto lui répond qu'il est simplement quelqu'un qui aimerait gagner son soutien à l'avenir. Il explique ensuite que c'est la jeune orpheline qui l'a conduit sur cette voie, ce qui permet à Angel de dissiper beaucoup de ses doutes. Elle demande à Hakuto s'il a l'intention de s'opposer aux Séraphins et il lui avoue que cela n'a jamais été son intention. Il dit qu'il veut juste quelques réponses et met fin à la réunion. Elle lui dit que l'auréole d'ange lui va à ravir, puis il disparaît. Et nous voyons qu'Angel se réfère à lui comme Lucifer, l'ange déchu. Elle ne comprend pas comment quelqu'un d'aussi bon peut être aussi mauvais. Elle lui propose donc de redevenir l'ange qu'il était autrefois et serre son auréole en souriant. De retour au village de Rebi ce soir-là, Hakuto rencontre Ahako et lui annonce qu'il va voyager pendant un certain temps. En larmes, elle lui demande de revenir sain et sauf. Et il lui répond qu'il peut toujours utiliser le mouvement instantané avant de la serrer dans ses bras. C'est à ce moment que Luna et Tron apparaissent. Ils sont très fatigués et veulent juste rentrer chez eux. Hakuto finit donc par dormir cette nuit-là, avec les 3 filles d'une manière plutôt inconfortable. Le lendemain matin, le soleil est à peine levé, mais Hakuto se prépare déjà à partir et confie à Yu et Tahara la responsabilité du village. Maintenant que tout a changé, ils ont les 3 filles et il doit les protéger encore plus. Et pour cela, il doit devenir plus fort pour qu'elles ne puissent pas utiliser la magie de ce monde contre lui et faire du mal à ses proches. Après quelques mots, Hakuto dit au revoir à ses amis et monte dans une calèche avec Yu qui rejoint Mika. Alors qu'ils partent, Tahara dit à Yu que cela lui rappelle le jour où il a rencontré le chef et que s'il n'avait pas accepté son invitation, il serait mort. Puis elle répond que c'est normal. Il n'est qu'un insecte comparé à Hakuto. Et enfin, Hakuto arrive dans la ville de Roki avec ses 2 compagnons. Et là, ils font la connaissance de 4 nouvelles personnes. Ils sont connus sous le nom de héros et sont appelés écrans vierges. Il y a aussi un type un peu rondouillard qui ressemble à un nerd. Il porte beaucoup d'objets brillants et d'armes. C'est le célèbre héros connu sous le nom de White Comet. La rencontre avec ces types ne fait qu'annoncer à quel point le voyage d'Hakuto avec ses 2 guides sera difficile. Et c'est ainsi que notre histoire se termine pour l'instant. Alors laissez un like. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer, allumez la cloche et partagez avec vos amis. Commentez sous le niveau 999 pour que nous sachions que vous avez regardé jusqu'à la fin. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble. Merci. À bientôt.